Damian, Arnaud et moi étions meilleurs amis depuis que nous étions tout petits. Nos mamans nous ont dit que nous nous sommes rencontrés un jour dans le parc et depuis nous sommes inséparables. Nous sommes tous allés dans les mêmes écoles et avons essayé de nous assurer que nous suivions également les mêmes cours. Lors de notre deuxième année de lycée, nous avons vécu l'aventure la plus folle de notre vie et tout a commencé en classe de sciences. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez d'autres histoires incroyables. C'était un lundi, le premier jour d'école. Nous sommes entrés dans le laboratoire scientifique après le déjeuner et nous nous sommes assis ensemble. J'espère que Mademoiselle Smith apprendra vraiment quelque chose à notre classe cette année, a dit Damian. Il était tellement excité. Oui, j'espère bien, mais nous n'avons pas eu de professeur sexy depuis un moment. Ils ont tous l'air si simples. J'ai besoin de douceur pour les yeux. Qu'en penses-tu, Carlos? Harold gloussa en me regardant. J'ai commencé à rêver. Mademoiselle Smith était absolument magnifique. C'était en partie la raison pour laquelle j'ai choisi la science cette année-là. Mais mes pensées heureuses n'ont pas duré très longtemps. Mes rêves éveillés ont été interrompus lorsqu'un vieil homme à l'air sérieux franchit la porte. Bienvenue en classe de sciences. Je suis votre professeur, Monsieur Carter. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je suis le meilleur professeur ici. Personne n'a jamais échoué à mon cours. J'ai remporté de nombreux prix et on m'a proposé des emplois partout dans le monde. Mais j'ai choisi de rester dans cette école pour vous aider les enfants, ria-t-il. C'était vrai. C'était l'enseignant le plus respecté de notre école et nous aurions dû nous sentir honorés d'être dans sa classe. Mais au lieu de cela, nous étions simplement frustrés. « Où est Mademoiselle Smith ?» gémit Damian. « Elle a déménagé en Alaska. Elle était fatiguée que vous, adolescents, fantasmiez sur elle. En plus, je suis tout aussi beau. » Monsieur Carter eut un sourire narquois. Nous avons entendu des gémissements partout dans la classe. Le reste de la journée est passé et après l'école, nous sommes rentrés chez moi pour jouer à des jeux vidéo. C'était notre seul moyen de se détendre après une journée aussi décevante. « Hé, petit !» dit mon frère aîné, Jonathan, en interrompant notre partie et en prenant notre bol de collation. « Comment c'était l'école ?» a-t-il demandé. Nous avons mis notre jeu en pause et je lui ai repris mon bol. L'école allait très bien, jusqu'à ce que nous découvrions que M. Carter sera notre professeur de sciences pour l'année. J'ai mis Harold. « As-tu vu Mademoiselle Smith ?» J'ai rêvé d'elle tout l'été pour être accueilli par ce vieil homme et ses blagues boiteuses. Je ne m'en remettrai jamais. « Monsieur Carter ?» demanda Jonathan l'air inquiet. « Ouais, tu le connais? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Je sais pas, ce mec est bizarre. Il y a quelques années, j'étais dans sa classe. Tout allait vraiment bien. C'est un gars drôle. Mais un jour, mon ami Yuri a commencé à rater ses devoirs. Monsieur Carter l'a invité chez lui pour des cours particuliers. Il a dit qu'il voulait vraiment s'assurer qu'elle réussisse son cours et finalement ses examens finaux. Alors elle y est allée, dit-il, puis il est devenu silencieux et avait l'air de regarder dans le vide. « Et après ?» ai-je demandé. Et après, eh bien, Yuri n'a plus jamais été la même. Après seulement une nuit de cours en particulier, elle a réussi tous les examens et devoirs par la suite. Mais elle a changé. Elle était d'une âme joyeuse et pétillante, mais quand elle est revenue en classe, elle semblait terne et sans vie. Elle avait ce regard froid et triste dans les yeux. C'était presque comme si elle ne se rappelait même pas qui j'étais. C'est peut-être parce que t'es un loser, ai-je ri. Les garçons et moi n'avons pas tenu compte de son histoire et avons continué notre jeu. Les semaines suivantes à l'école ont été assez ordinaires. Nous avons continué notre routine habituelle d'école, de maison et de jeux vidéo. Puis un jour, Harold a récupéré l'un de ses devoirs de M. Carter qui avait l'air un peu en colère. « Harold, vous ne faites aucun effort dans votre travail. C'est la 4e fois que je dois vous donner un F. Je pense que vous me devez une sorte d'explication, a-t-il dit. Je suppose que je ne comprends pas vraiment ce truc scientifique. De toute façon, je n'ai pas l'intention de faire ça après avoir quitté l'école. Je vais être architecte. De plus, je n'ai rejoint cette classe que pour regarder Mademoiselle Smith, répondit Harold. Venez me voir après les cours. M. Carter dit froidement puis s'éloigna. Après les cours, Damian et moi avons entendu Harold à l'extérieur. Ce vieux type a dit que je devais venir chez lui pour un cours particulier. Il dit que ça me fera réussir et que si je ne viens pas, il y aura des conséquences graves. Mais nous avions prévu de jouer à des jeux ce soir. Je vais plutôt te botter les fesses dans FIFA 21. Oublie la science, a dit Harold en sortant. Je pense que tu devrais aller. C'est une nuit de toute façon, ça ira. Nous pouvons jouer à la FIFA tout le week-end. Et je dis. Nous avons réussi à le persuader d'aller chez M. Carter, oubliant complètement l'histoire que mon frère nous avait racontée quelques nuits auparavant. Il y est donc allé cette nuit-là, pendant que Damian et moi jouions à des jeux vidéo chez moi jusqu'à ce que ma mère me chasse et m'envoie au lit. Le lendemain, nous avons repéré Harold dans le couloir avant les cours. « Salut mec, quoi de neuf? Comment s'est déroulé ton cours particulier ?» demanda Damian. « Bien, » dit-il en s'éloignant. « Bien ?» J'ai regardé Damian avec inquiétude. Harold n'a jamais répondu en un mot à quoi que ce soit. En fait, il était difficile de le faire taire. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Nous l'avons suivi au cours d'anglais et avons essayé de continuer à lui parler. « N'es-tu pas content que ce soit vendredi ?»
pouvons nous détendre tout le week-end et tu n'as pas à te soucier de la stupide science. Et je ris. La science n'est pas stupide, c'est une partie vitale de nos vies. J'aimerais que vous arrêtiez d'être si immature, a-t-il répondu. Nous étions sidérés. Des mots comme immature ne faisaient même pas partie du vocabulaire d'Harold. En fait, Harold était la définition d'immature. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de notre ami? Damian rit et monta les yeux au ciel. Cela aurait été bien s'il était revenu à la normale, mais ce n'a pas été le cas. Pendant une semaine entière, tout ce que nous avons soutiré d'Harold, ce sont des réponses d'un mot et des expressions froides. Nous avons essayé de comprendre, mais nous n'avons pas pu. « Penses-tu que l'histoire de ton frère est vraie ?» a demandé Damian pendant que nous nous détendions dans son salon un soir. J'en ai ri, mais il semble que la même chose qui est arrivée à l'ami de Jonathan arrive à Harold. Il n'est vraiment plus lui-même. Il nous évite aussi, ai-je répondu. Je me demande ce qui se passe lors de cet étrange cours particulier. Peut-être devrions-nous enquêter, a dit Damian. Nous avons rassemblé nos idées et avons élaboré un plan. Damian échouerait volontairement tous ses devoirs et questionnaires. Espérons que M. Carter organiserait une de ces étranges sessions de cours particuliers et ensuite nous saurions ce qui se passe réellement. Mais et si la même chose m'arrivait? Comment saurez-vous ce qui s'est passé si je ne vous le dis pas? Demanda Damian. Nous allons installer un appareil d'enregistrement et le cacher dans tes vêtements. Pendant que tu seras là-bas, je pourrai écouter tout ce qui se passe, ai-je répondu. Nous nous sommes mis au travail la semaine d'après. Damian échouait toujours, tout tandis qu'Harold passait chaque examen. Cela a pris environ un mois, et M. Carter a finalement demandé à parler à Damian après les cours et a organisé une session de cours particulier pour ce même soir. « Ça y est !» ai-je dit à Damian, alors que nous allions chez lui cet après-midi pour nous préparer. J'avais déjà commandé l'appareil d'enregistrement et je l'avais connecté à mon téléphone et à mon PC. Alors qu'il était tout près de partir, il dit « Je ne sais pas vraiment, j'ai un mauvais pressentiment et je suis vraiment nerveux. » Allez, ne le sois pas. Nous avons travaillé très dur pour en arriver là. Enfin, je veux dire, tu as fait tout échouer et ce n'était pas un travail difficile. Mais nous devons découvrir ce qui est arrivé à Harold. Nous faisons ça pour lui. Et rappelez-vous, je peux tout entendre. Ça ira, ai-je dit. Il avait l'air de se sentir rassuré. Maintenant, vas-y vite et je rentrerai chez moi pour surveiller sur mon PC, ai-je dit. Nous nous sommes séparés et je suis rentré chez moi rapidement. Dès que je suis rentré chez moi, je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à écouter Damian et M. Carter. J'étais pile à l'heure. J'ai entendu Damian frapper à la porte et j'ai entendu M. Carter venir l'ouvrir. J'imaginais tout ça dans ma tête lorsque ça se passait. « Merci d'être venu, Damian. Entre, ici, assieds-toi. J'ai commandé des pizzas pour que tu puisses manger avant de commencer, » dit M. Carter. « Merci. Combien de temps faudra-t-il attendre » demanda Damian. « Pas longtemps, ne t'inquiète pas, M. Carter. » J'ai entendu 2 chaises se tirer et j'ai donc supposé qu'ils étaient maintenant assis. On aurait dit aussi que Damian mâchait. « Cette pizza est bonne, » a dit Damian. Le cochon, ai-je pensé. Ensuite, je ne l'ai pas entendu pendant un long moment. Tu te sens bien? Je me sens juste un peu somnolent, Damian a répondu, puis j'ai entendu un bruit sourd. Après cela, j'ai entendu quelques bruits. Puis j'ai entendu des bruits de pas et des grognements. On aurait dit que Damian était en train de descendre quelques marches. Finalement, j'ai entendu une porte s'ouvrir et ce que j'ai entendu ensuite m'a terrifié. J'ai entendu plusieurs cris et demandes d'aide. « Laissez-nous sortir, nous avons faim, aidez-nous, ne nous laissez pas ici. » J'ai entendu un autre bruit sourd et puis il y a eu un silence. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais peut-être dû appeler la police à ce moment-là, mais pendant quelques minutes, j'ai été choqué. Je suis allé à la cuisine puis j'ai couru dans ma chambre. Je n'entendais toujours rien via l'appareil d'enregistrement. J'ai composé le numéro de Damian et il décroche tout de suite. « Hé, ça va ?» ai-je demandé. « Ouais, ça va. Pourquoi tu demandes ?» a-t-il dit. « Tous les bruits. Et puis tu me raconteras tout ça demain. » ai-je dit en raccrochant soulagé de savoir qu'il allait bien. Le lendemain, je me suis réveillé avec un hurlement de mon ordinateur. « Carlos, Carlos, tu peux m'entendre ?» C'était Damian. « Écoute, je suis dans un sous-sol de M. Carter. Harold est là aussi. M. Carter m'a donné de la nourriture qui m'a rendu vraiment somnolent. Mais avant de m'assommer, j'ai vu des machines étranges dans sa maison. Il y avait des gens dedans. Eh bien, je ne sais pas si c'était des vraies personnes. Ce pourrait être des clones. J'aurais juré en avoir vu un qui me ressemblait. J'ai tellement peur. Et Harold est devenu si maigre. Il ne jette que quelques morceaux de pain ici de temps en temps. C'est un fou, tu dois nous aider. » Malheureusement, je n'ai pu qu'écouter, mais je n'ai pas su répondre. Je me suis vite préparé et je suis allé à l'école voir si Damian, enfin son clone, serait là. Je suis tombé sur lui presque aussitôt que je suis rentré par la porte. « Damian ?» ai-je dit. « Quoi ?» répondit-il avec le même regard froid qu'Harold avait eu il y a quelques semaines. « Tu dois venir chez moi vite. Tais-toi et cours. C'est une urgence. » ai-je dit en attrapant son bras. Étonnamment, il a couru avec moi jusqu'à ma maison. Je l'ai amené dans ma chambre, je l'ai frappé à la tête et je l'ai attaché. « Bien, maintenant reste là et tais-toi. »
ai je dit en lui fermant la bouche. Puis je suis allé directement au poste de police pour signaler un enlèvement. Au début, ils ont ri de mon histoire. Et quand j'ai joué à l'enregistrement de Damian, ils ont commencé à me prendre un peu plus au sérieux. Parce que c'était une journée d'école, M. Carter était quelque part en classe. Nous sommes allés chez lui et avant de casser la porte, j'ai regardé tous les corps étranges stockés dans de nombreux récipients en verre remplis d'une sorte de liquide. Pendant un moment, j'étais paralysé, puis je me suis souvenu. « Harold, Damian, ils sont au sous-sol !» ai-je crié. La police a trouvé la porte du sous-sol et l'a ouverte. Quand nous avons regardé à l'intérieur, nous ne pouvons pas y croire. Il y avait au moins 20 enfants et même des adultes. Damian et Harold se sont enfuis. « Tu as réussi, Carlos !» Les policiers ont dû appeler des renforts et quelques-uns d'entre eux sont allés à l'école pour arrêter M. Carter. Plusieurs ambulances sont arrivées pour emmener tout le monde. Harold et Damian ont été emmenés à l'hôpital. Et je me suis soudainement souvenu que j'avais le clone de Damian ligoté dans ma chambre. J'ai informé les policiers qui sont allés le chercher. Tout le monde était complètement confus, bien sûr. Comment un simple professeur de sciences a-t-il pu créer des clones aussi précis? Et s'il avait fait une découverte aussi remarquable, pourquoi a-t-il choisi d'enseigner dans un lycée? Apparemment, les cerveaux des clones étaient programmés pour pouvoir réussir tous ces examens. C'était presque comme s'ils étaient mi-humains, mi-robots. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il tout ce travail juste pour avoir l'air d'un bon professeur? C'était trop bizarre. Cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête et n'a pas été rendue publique. Tous les clones ont été capturés et envoyés à un laboratoire de recherche sécurisé. Damian, Harold et moi sommes désormais considérés comme des héros dans notre ville. Nous avons décidé de démarrer une petite entreprise ensemble, après avoir quitté le lycée, parce que nous voulons être aussi loin que possible des enseignants et des professeurs. Nous ne leur faisons plus confiance. Mon Dieu! J'ai été acceptée dans l'université de mes rêves! S'est écrié mon grand frère Jeffrey. Ma mère, mon père et ma petite sœur ont applaudi et l'ont félicité. Je restais là figée par le choc et la tristesse. Maman, papa, vous venez juste de perdre votre travail. Comment allez-vous faire pour payer ces frais de scolarité? Ai-je dit, ramenant tout le monde à la réalité. La pièce est devenue silencieuse. Elle a raison, mon fils. Elle a raison, mon fils. Je ne sais même pas comment on va faire pour continuer à payer l'école spécialisée d'Harry, a dit mon père. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton des notifications. Ma petite sœur Ariane a une paralysie cérébrale et elle a besoin de soins particuliers et d'une grande attention. Après que mes parents aient tous deux perdu leur travail, tout semblait s'écrouler. Comment étions-nous supposés joindre les deux bouts? Ça va aller. Je vais continuer à travailler au café-restaurant et je pourrai aller à l'université un de ces jours. Mon frère a dit doucement. J'avais le cœur brisé pour lui parce que je savais qu'il serait brillant à l'université. Il a toujours été le premier de sa classe et je savais qu'il gagnerait sûrement assez d'argent pour prendre soin de toute la famille une fois qu'il aurait fini ses études. J'ai poussé un soupir puis je suis allée me coucher. Le jour suivant était un dimanche et habituellement, j'emmenais Harry au parc pour prendre un peu l'air. J'ai étalé une couverture au sol et j'ai sorti ses casse-croûtes favoris ainsi que quelques petits jouets. Elle applaudit d'excitation. Après un moment, j'ai remarqué monsieur et madame Medland, assis sur un banc quelques mètres plus loin. Ils nous regardaient avec attention. Naturellement, ça m'a foutu les jetons. Les Medland étaient les plus fortunés de notre voisinage très superstitieux. Ils vivaient dans le manoir des Medland, qu'ils avaient hérité de leurs riches ancêtres. Bien qu'ils étaient aisés, personne dans notre ville ne voulait avoir affaire avec eux. Il y avait une rumeur qui disait que quiconque s'approchait de trop près de leur manoir, il disparaissait. Les employés qui travaillaient là-bas, par le passé, ont aussi affirmé avoir entendu des bruits étranges et vu de drôles de silhouettes à différents moments de la journée. Certains ont fui de peur dès leur premier jour de travail. Tout le monde croyait que la maison était hantée et que la famille Medland avait quelque chose à voir là-dedans. Soudainement, ils ont quitté leur banc et ont marché dans notre direction. J'étais effrayée. Que me voulait-il? « Bonjour, Zaria, » a dit madame Medland. « Bonjour, comment savez-vous qui je suis ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « C'est une petite ville très chère, » a-t-elle répondu. « Connais-tu notre fils Elliot ?» m'a demandé monsieur Medland. « Oui, on est dans la même école, » ai-je dit. Comme tout le monde à l'école, j'évitais Elliot. En fait, il était le garçon le moins populaire. Tout le monde le fuyait depuis la maternelle à cause de la drôle de réputation de sa famille. Parfois, je me sentais désolée pour lui, mais j'étais également superstitieuse et j'avais trop peur de lui parler. « Eh bien, nous savons que ta famille traverse des moments difficiles et on aimerait vous aider. Personne ne veut être l'ami d'Elliot et maintenant il est adolescent. Nous pensons qu'il est grand temps qu'il ait de la compagnie, tu sais, comme une petite amie. » Cependant, les filles le fuient à cause de ces rumeurs idiotes qui sont apparues il y a quelques années. Aucune d'entre elles n'est vraie au passage. Enfin bref, nous sommes venus te parler pour te demander si tu voulais bien sortir avec notre fils, a dit monsieur Medland.
Quoi? J'ai répondu abasourdie. C'était en effet la chose la plus bizarre qu'on ne m'ait jamais demandée. On te paiera, continua-t-il, 1 fois par semaine. Allez, s'il te plaît, il a vraiment besoin d'un ami. J'étais furieuse et j'ai commencé à lui crier dessus. Si vous pensez que vous pouvez me payer pour... Mais avant que je puisse finir ma phrase, il me coupa 100 000 $ par semaine et me fit un clin d'œil. Je restais bouche bée. Avec tout cet argent, je pouvais sauver ma famille. Je n'ai pris que quelques minutes avant de finalement accepter. Ils m'ont dit qu'ils me feraient un virement sur mon compte bancaire 1 fois par semaine et qu'ils continueraient tant que je sortirais avec leur fils. Je suis rentrée à la maison avec ma petite sœur en souriant tout le long du chemin. « Tu vas pouvoir aller dans une école encore meilleure !» lui ai-je dit tandis qu'elle rigolait. La semaine suivante, j'ai commencé à poursuivre Elliot. J'avais décidé que j'allais lui rentrer dedans, accidentellement, lorsqu'il serait à son casier. J'ai ravalé ma peur et l'ai fait. « Oh, salut Elliot, je suis désolée de t'être rentrée dedans. Je me sens étourdie aujourd'hui. En tout cas, je m'appelle Zaria. » ai-je dit. « Salut, tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» m'a-t-il répondu. « Non, je vais bien, mais je me demandais, est-ce que tu voudrais faire un tour après les cours ?» répondis-je. « Ouais, bien sûr. » On se retrouve devant le labo de sciences quand la cloche aura sonné, m'a-t-il dit. « Ouah, c'était trop facile !» me suis-je dit en pensant à tout cet argent. Après l'école, on a marché pendant un moment en parlant de tout et de rien. J'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. On aimait le même genre de musique, de livres ou encore d'émissions de télé. Il était étonnamment drôle et beau. On a continué à se voir après les cours tous les jours. Un après-midi, alors qu'on était à un fast-food à boire un verre de soda, il m'a soudainement demandé « Pourquoi es-tu venu me parler ?» Personne ne me parle. C'est comme s'ils évitaient la peste ou un truc du genre et que la peste, c'était moi. Eh bien, j'imagine que tout le monde a droit à une chance et je pense que c'est injuste la façon dont tout le monde te traite. Et je mentis. Il m'a souri et je me suis sentie horrible d'être aussi peu honnête. En fin de semaine, je suis allée vérifier mon compte bancaire en ligne et sans aucun doute, mon premier 100 000 $ avait été viré. J'ai failli crier de joie. C'est alors que je me suis demandé comment j'allais donner ça à mes parents. Je devais monter une histoire de toutes pièces. Que puis-je faire ? Je ne veux pas qu'ils pensent que je suis une criminelle ou un truc du genre. Oh, je sais, je vais trouver un petit job, ai-je pensé. J'ai fait des recherches en ligne pour un job étudiant dans la ville et j'ai envoyé quelques lettres à plusieurs entreprises. Après quelques jours, j'ai reçu une réponse d'un magasin de vêtements. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils étaient heureux d'apprendre que je pouvais les aider et se sentaient fiers que j'ai de moi-même pris la responsabilité et la maturité de les aider. Elliot me rejoignait tous les jours au magasin pour me voir et quand j'avais fini, il me raccompagnait à la maison. Quelque temps plus tard, on a commencé à être plus proches et je lui ai demandé d'être mon petit ami. Il a accepté. À ce moment-là, je devais avoir plus de 500 000 $. Je n'avais pas tout donné à mes parents. Je leur donnais de l'argent petit à petit et quand ils m'ont demandé pourquoi j'avais autant d'argent, je leur ai juste dit que mon patron était généreux. Ma sœur a pu aller dans une meilleure école avec des spécialistes qui pouvaient mieux prendre soin d'elle. 2 mois plus tard, mon frère est entré dans l'université de ses rêves et il appréciait sa vie. Je me sentais si fière, heureuse et soulagée d'avoir pu faire ça pour ma famille. Un soir, Elliot m'a invitée chez lui pour regarder un film en grignotant. Au départ, j'étais flippée car je continuais de croire que sa maison était hantée. Mais j'ai réalisé que si je ne permettais pas à notre relation d'évoluer, ses parents risquaient de ne plus me donner de l'argent. J'étais devenue dépendante de ma nouvelle richesse, alors j'ai décidé d'affronter mes peurs à nouveau. Il est venu me chercher chez moi et on est allé chez lui. Le manoir des Medland semblait encore plus sombre et effrayant vu de près. J'ai pensé qu'il ressemblait à un vieux château. J'ai imaginé qu'il devait probablement y avoir de nombreuses pièces et couloirs cachés à l'intérieur. Il a ouvert la porte et nous sommes entrés. L'intérieur de la maison était tout aussi troublant. Bien que tout semblait très élégant et luxueux, il faisait toujours sombre et j'avais un mauvais pressentiment qui ne voulait plus partir. « Hé, Zaria, ça va ? T'as l'air inquiète. Il n'y a pas vraiment de fantômes ici, tu sais, dit-il en riant. Je vais bien, j'ai dit. Me regarda droit dans les yeux avant de dire « Tu sais que je suis là pour te protéger contre tout danger, d'accord ?» J'ai continué à voir Elliot chez lui après le travail presque tous les jours et je disais à mes parents que je devais travailler tard et mes amis pensaient que j'étais à la maison pour étudier.
Malgré les rumeurs, et bien que le manoir des Medland était vieux et pas très beau, je n'ai jamais entendu de bruit bizarre, ni de fantômes, ni vu de fantômes. J'ai continué à donner de l'argent à mes parents, toutes les semaines. Je pense qu'ils savaient qu'il ne venait pas d'un patron généreux, mais ils en avaient tellement besoin qu'ils le prenaient quand même. Notre vie s'est améliorée, mais avec le temps, je me sentais de plus en plus coupable d'accepter de l'argent pour sortir avec Elliot. J'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Un matin, je me suis réveillée et je ne pouvais plus imaginer ma vie sans lui. On était devenus proches à ce point. J'ai senti un poids dans mon cœur que je ne pouvais plus ignorer. Je ne voulais plus lui mentir. Chez lui, cet après-midi, j'avais décidé de lui dire toute la vérité. Tu es un excellent petit ami, et je veux que tu saches que je t'apprécie réellement. J'ai commencé. Et tu es la petite amie la plus merveilleuse de tout l'univers. Je suis tellement heureux que tu me sois rentré dedans devant mon casier, dit-il en souriant. Disons, je n'ai pas été très honnête avec toi. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. J'ai besoin de te dire la vérité. Je t'apprécie réellement et je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus te mentir. Tes parents m'ont demandé de sortir avec toi en échange d'argent. Ai-je dit. Ils ne parlaient plus et me regardaient fixement. Je ne vais plus prendre leur argent. Au départ, j'ai accepté parce que ma famille en avait vraiment besoin, mais maintenant, ça me semble injuste. Je ne veux pas que tu penses que je sors avec toi pour de l'argent. C'est parce que je t'aime vraiment. Ai-je dit en essuyant une larme. Tout va bien, Zaria. Je savais tout depuis le début, m'a-t-il dit. Je ne pouvais pas croire à ce que je venais d'entendre. À ce moment-là, ses parents sont rentrés dans la chambre. Apparemment, ils nous écoutaient depuis le début. C'est vrai, ma chère. Il l'a toujours su. Nous n'avons aucun secret pour notre fils. Quoi qu'il en soit, nous avons une nouvelle demande, m'a dit Madame Medland. Ce retournement de situation était trop pour moi. C'est la tradition dans notre famille de choisir la future épouse de nos enfants. Nous voudrions que tu deviennes la femme d'Elliot un jour, mais pas ici. Nous voudrions que tu quittes notre étape avec lui et que vous viviez ensemble jusqu'à ce que vous puissiez vous marier légalement. Dès que vous serez mariée femme, nous vous lèguerons la moitié de notre fortune. Nous avons confiance en toi et nous aimerions que tu fasses partie de notre famille. Continua-t-elle avec un sourire. Nous te demandons de ne rien dire à ta famille. Ils doivent croire que tu as disparu. La plupart des gens savent que tu sortais avec Elliot, et une nouvelle disparition sur le dos du manoir Medland serait bonne pour l'image que nous essayons de maintenir. Monsieur Medland dit avec un rictus sur le visage. C'était la conversation la plus étrange de toute ma vie, mais j'ai fini par accepter parce qu'ils m'ont promis de s'assurer que ma famille aurait toujours de l'argent. Je voulais le meilleur pour eux, et j'aimais aussi Elliot, alors je me suis dit que c'était gagnant-gagnant. J'espérais les revoir un jour, alors j'essayais de rester optimiste. Aujourd'hui, tout le monde croit que j'ai disparu, ou pire, que j'ai été tuée par les Medland. Tout le monde continue de les craindre et personne ne s'approche de leur maison. Pendant ce temps, je suis très heureuse avec l'amour de ma vie, même si parfois ma famille me manque. Je m'appelle Gia, j'ai 16 ans et je suis probablement la plus belle fille que vous verrez dans votre vie. C'est pour cette raison que je suis très populaire dans mon école. Tout le monde a déjà entendu parler de moi et tout le monde veut être mon ami. Mes profs m'adorent et le principal me laisse tranquille pour presque tout. Mais l'école n'est qu'une petite partie de ma vie, en considérant que je suis l'une des mannequins les plus connues de mon état. J'ai plus de 200 000 abonnés sur Instagram, une grande communauté de fans si vous voulez savoir. Je travaille à mi-temps pour une entreprise de mannequins qui m'envoie dans différents pays pour poser. Je vole en première classe plus d'une fois qu'une personne normale vole en classe économique. La meilleure chose de ce travail, c'est tous les trucs gratuits. Je reçois des vêtements de grands créateurs, des chaussures, des sacs, des parfums. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher un peu partout avec tout ça et de continuer à être extrêmement belle. Ça semble être une vie parfaite, n'est-ce pas? Perdue. Il y a une chose sur moi dont je parle rarement avec quelqu'un. Car ça me fait me sentir mal. Je ne suis jamais sortie avec un garçon. En fait, je n'ai jamais eu de petit ami. Les garçons prétendent m'aimer. Ils me parlent, puis ils s'évaporent en me laissant toute seule avec le cœur brisé. Même la plus geek des filles de l'école a eu un petit ami, alors que je suis là. Ça n'a aucun sens. Je devrais avoir des gars qui se battent entre eux pour savoir qui sortira avec moi. Mais au lieu de ça, je passe mes week-ends et soirs toute seule dans ma chambre, évitant ma mère et ma mocheté de grande sœur. C'est ce qui se passe quand je ne suis pas en voyage. L'année dernière, je suis presque sortie avec un garçon nommé Drake. Il est dans une classe supérieure dans mon école et il est l'équivalent de moi en garçon. J'étais stressée simplement en pensant qu'il était dans la pièce à côté. Un jour, il est venu à moi pendant que j'étudiais dans la bibliothèque. Il a alors dit « Tu sais que t'es belle ? T'es sûre que tu viens de cette terre ?» J'ai ri comme une idiote.
J'ai répondu, je pourrais dire la même chose de toi. Il a alors demandé, je voulais te parler depuis longtemps, mais j'avais peur. As-tu un petit ami? J'ai répondu, non. Oh, super! Je veux dire, d'accord, tu sembles être le genre de fille qui a l'embarras du choix. Je ne pensais avoir aucune chance. Je pourrais avoir ton numéro? Je pensais que c'était enfin ma chance. Je lui ai donné mon numéro sans hésiter. Cette nuit-là, et plusieurs nuits après, on restait debout jusqu'à 2 heures du mat pour discuter. On en avait appris énormément l'un sur l'autre. Il était drôle et romantique. Mais j'étais triste de ne pouvoir le voir qu'à l'école. Je voulais avoir mon premier encart, et même plus encore, mon premier baiser. Mais ça n'allait jamais arriver. Un jour, Drake a simplement arrêté de répondre à mes messages. Quand je l'ai vu à l'école, il prétendait ne pas me voir et prenait un autre chemin. J'ai essayé de lui demander quel était le problème, mais il refusait de me parler. C'était ma première grande déception amoureuse. Imaginez avoir le cœur brisé avant même votre premier encart. Pathétique, n'est-ce pas? En tout cas, je me suis sentie bien mieux une fois que j'ai rencontré Brad, à une de mes séances photo. Il allait dans une école voisine et il faisait partie de la même boîte qui me prenait en photo ce jour-là. Après avoir fait tomber son appareil plusieurs fois car il était tendu, il a finalement eu le courage de me parler. Il m'a alors dit tout en montrant une photo de moi qu'il venait de prendre avec son appareil. Je suis sur Instagram et je pense que tu as vraiment de très belles photos dessus. En voici une autre que tu pourras poster. J'ai rougi timidement. Bonjour. Merci. C'était une très belle photo. Nous avons parlé brièvement cet après-midi-là et plus tard, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il a alors écrit « C'est quoi ta nourriture préférée ?» J'ai répondu « Les pizzas !» Il a dit « Ok, je connais un très bon endroit en ville. Aimerais-tu sortir samedi pour en manger ?» J'ai alors répondu « Bien sûr. À quelle heure ?» On a décidé de se voir à 19h. Même si c'était dans une semaine, je me sentais nerveuse. On a beaucoup parlé jusqu'au jour J. Je me sentais vraiment bien avec lui. Le jour J, j'ai passé toute la matinée à me préparer. Arrivé l'après-midi, j'avais changé d'avis sur quoi mettre et j'ai passé des heures à me décider. Puis, je devais me maquiller. À 18h30, je suis sortie pour aller au restaurant dans le centre-ville. Je suis entrée et j'ai regardé partout. Il n'était toujours pas là. Je me suis donc installée et j'ai pris un coca. Presque 1 heure après, il n'était toujours pas là. J'étais furieuse. Il m'a posé un lapin. Comment a-t-il pu me faire ça? Sans raison? Je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Aucune réponse. Je suis rentrée pour pleurer. À 22h, toujours aucune réponse. Le lendemain, j'aurais espéré qu'il m'aurait envoyé un long message d'excuses pour me dire ce qui s'était passé. Peut-être qu'il avait eu un accident ou un truc du genre. Ça devait être quelque chose de grave pour m'ignorer comme ça. Il n'a jamais répondu. J'étais de nouveau ignorée. Arrivée à ce point, je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi de sortir avec quelqu'un. Est-ce qu'il y avait un problème avec moi? J'étais belle, je savais donc que ce n'était pas ça le problème. Mais je sentais mauvais? C'était ça? Pourquoi aucun garçon n'était sérieux avec moi? Et pourquoi aucun ne sortait avec moi? On était dimanche et j'ai décidé de faire quelque chose pour me sentir mieux. J'ai mis mes vêtements de sport et je suis allée courir près du parc. Courir était ce dont j'avais besoin. Je voulais juste sentir le vent sur mon visage et ne penser à rien du tout. Après avoir couru 1 demi-heure, j'ai commencé à repenser à Brad. Pendant que j'étais plongée dans mes pensées tristes, j'ai marché sur mes lacets et je suis tombée. Je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient défaits. J'ai heurté ma tête durement et j'ai senti comme un saignement. Je pouvais sentir le béton. J'ai alors entendu une voix masculine dire « Hé, ça va ?» J'ai répondu sans regarder. « Pas vraiment !» Il a attrapé mon bras et a essayé de me lever. J'ai retourné la tête et en un instant, tout semblait parfait dans ce monde. Celui qui me regardait était le plus bel homme que je n'ai jamais vu de ma vie. Il avait les cheveux bruns et les yeux marrons, de belles formes et un corps de rêve. Il a dit en attrapant son sac à dos « Voilà, prenez ça !» Il a sorti une serviette de son sac et a commencé à m'essuyer le visage. Il a ajouté « Ne vous inquiétez pas, c'est propre ». Après avoir fini, il m'a aidé à aller vers le banc le plus proche. Et il s'est assis à côté de moi. Il a alors dit « Alors, que faites-vous à courir ici toute seule, à tomber dans les bras d'un étranger ?» J'ai répondu « Bon, j'étais assez triste de mon rencard qui n'est jamais arrivé hier soir. Je l'aimais vraiment et il m'ignore totalement à présent. » Je ne savais pas pourquoi je lui disais tout ça, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. Il a alors dit « Qu'il est con! Il ne vous mérite pas, s'il vous traite comme ça. S'il était sérieux, il ferait en sorte de vous faire sentir spécial pour lui. En tout cas, je m'appelle Samuel, c'est un plaisir de vous rencontrer. Quel est votre nom ?» J'ai réfléchi un moment, et j'ai compris qu'il disait vrai. D'un autre côté, je ne pensais plus à Brad avec ce beau spécimen à côté de moi. J'ai alors dit « Je m'appelle Gia. Enchantée. Assez parlé de mes problèmes. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a alors répondu « Comme vous, j'imagine. » J'avais l'habitude d'aller à la salle de sport.
Mais j'ai décidé de changer un peu ça. Maintenant, je viens courir tous les matins. Nous nous sommes assis là et avons parlé pendant ce qui semblait être des heures. Quand nous avons réalisé qu'il était tard, nous avons échangé nos numéros pour rester en contact. Nous parlions tous les jours. Il est devenu plus qu'un simple gars avec qui je parlais. Il était un très bon ami. Je lui disais tous mes pensées, mes rêves, ce qui m'inquiétait le plus et ce qui me rendait heureuse. Il me parlait aussi de tout. On ne se voyait pas à l'extérieur et j'espérais que finalement il allait me proposer de sortir avec lui. Il n'y avait personne d'autre avec qui je pouvais m'imaginer sortir. J'ai commencé à imaginer différents scénarios possibles. On devait peut-être aller au parc d'attractions, ça serait amusant, mais on pourrait difficilement discuter. Ou peut-être aller au cinéma. On serait assis confortablement et peut-être ça permettrait d'être d'humeur pour recevoir mon premier baiser après. Ou tout simplement une balade au bord de la mer. Il me tiendrait la main en me disant à quel point il m'aime. Et... oh, c'est trop d'imaginer ça. Le jour J arriva enfin. Je venais juste de sortir du lit un bon matin et j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu une notification sur mon portable. Je l'ai pris et c'était un message de Samuel. Il disait « Salut beauté, tu veux venir voir un film au cinéma avec moi demain soir ?» J'ai répondu « Oui !» avec plusieurs points d'exclamation. J'ai pensé « Mince, il va croire que je suis désespérée. » J'étais si contente. J'ai commencé à penser quoi mettre, ce qu'on allait faire après le film. Tout à coup, ces pensées heureuses ont laissé place au doute. Et s'il me posait un lapin comme les autres, qu'est-ce que je devais faire? J'avais besoin d'un plan. J'ai décidé qu'au lieu de le laisser me poser un lapin comme les autres avaient fait, j'allais le voir directement chez lui, 3 heures avant le début du film. De cette façon, il serait forcé de sortir avec moi, même s'il changeait d'avis. Il restait un problème. Je ne savais pas où il vivait. J'ai alors pensé en prenant mon portable et en regardant ses photos Instagram. Il n'y a aucun problème que la technologie ne puisse résoudre. J'ai alors dit à voix haute « Trouvé !» Il y avait une photo de ces 2 chiens en face de sa maison. L'endroit était visible et même si je ne pouvais pas voir l'adresse exacte, j'avais une petite idée à quel endroit était la maison et à quoi elle ressemblait. Le lendemain, j'étais déterminée à avoir une journée parfaite. J'ai appelé Samuel pour être sûre qu'il n'avait pas changé d'avis. Il a confirmé et les premières heures de la journée se sont envolées. À l'heure venue, je suis sortie chercher la maison de Samuel. Ça m'a pris une bonne demi-heure, mais j'ai finalement trouvé la maison qui correspondait à la photo. Je suis allée devant la porte d'entrée et j'ai sonné. Une petite fille a ouvert la porte et m'a regardée avec des yeux grands ouverts. Elle a dit « Waouh, t'es trop belle! Tu veux bien être mon amie ?» Alors que Samuel approchait, il a alors dit « Gia, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu trouvé ma maison? » Tu sais quoi? Ça n'a pas d'importance. Entre! Il semblait si heureux de me voir. Une fois à l'intérieur, il m'a présenté à ses parents et il est parti se préparer. Il a alors dit « Vu que tu es là si tôt, je pense qu'on peut aller ailleurs avant le film. » Après 15 minutes, on a entendu la sonnette retentir. Samuel a alors crié « J'arrive !» Il était déjà prêt. Je l'ai suivi vers la porte et quand il l'a ouverte, j'en ai eu des frissons. Debout devant nous se trouvait une vraie armoire à glace, un type que je n'avais jamais vu. Il était habillé de noir et avait un pistolet. Il a dit en grognant « Je suis là pour donner un message à Samuel. Écoute bien. Si tu continues de voir Gia, je vais devoir m'occuper de toi. Arrête de lui parler immédiatement et tu seras en sécurité. Si tu n'écoutes pas mon avertissement, tu auras de graves problèmes. » Puis il a claqué la porte et il est parti. J'étais perdue. Qui c'était? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai décidé de courir après lui pour avoir des réponses. Quand je l'ai finalement rattrapé, je l'ai attrapé par le bras. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous menacé le seul homme que j'aime ?» Il a alors dit calmement. « Tu n'es pas supposé être au courant, mais il y a des personnes dangereuses dans ta famille que tu n'as jamais rencontrées. Ils m'ont payé pour faire ça. Je continuerai jusqu'à ce que tu aies 18 ans. C'est seulement après que tu connaîtras la vérité. » Puis il est parti. Maintenant tout a un sens. Ce monstre chassait tous mes potentiels copains. Je suis retournée chez Samuel pour lui dire ce que j'avais découvert, mais la porte est restée fermée et il n'allait pas m'ouvrir. Je n'avais plus d'autre choix que de retourner chez moi, toute seule. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et regardez les autres vidéos. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Salut, je m'appelle Dylan et j'ai obtenu mon bac quand je n'avais que 12 ans. Ça paraît dingue, pas vrai? Vous devez vous dire que je suis un genre de génie ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux, puisque j'ai eu un score très élevé à mon test de QI, mais ce n'est pas tout. Le truc, c'est qu'à cause de mes parents, aller à l'école était un enfer. Alors je voulais en finir le plus tôt possible.
Laissez-moi vous parler de mon enfance et de mes parents pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. J'étais le seul enfant de mes parents, et c'était ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas perdre leur temps à élever plus qu'un enfant. La raison était qu'ils voudraient accorder toute leur attention à un seul enfant. De cette manière, ils me feraient exploiter pleinement tout mon potentiel. Ils étaient tous les deux professeurs et s'étaient rencontrés quand ils avaient commencé leur carrière dans la même école. Ils avaient la réputation d'être extrêmement stricts avec les élèves. Ma mère adorait la façon dont mon père disputait les enfants et mon père admirait la façon dont elle arrivait à faire taire toute une classe d'un seul regard. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il n'était pas vraiment gentil et indulgent avec les enfants. Il pensait que la discipline était la seule manière d'élever un enfant sage. Quand je suis né, ils n'ont pas changé d'avis. Ils en étaient peut-être même encore plus convaincus. Ils voulaient que je sois le meilleur dans tout ce que j'entreprenais et ça impliquait de commencer à m'élever vers l'excellence dès le plus jeune âge. Et par jeune, je veux dire quand j'avais 1 mois. Je sais que vous devez vous imaginer un petit bébé placé devant des livres. C'est une idée amusante, mais ce n'est pas ce que mes parents ont fait. Ils ont plutôt commencé un programme strict de stimulation précoce. J'avais un emploi du temps pour tout, même quand je n'étais qu'un bébé. Alors au début, ce n'était que des jeux, mais des jeux très structurés. D'abord de la musique, puis de la lumière, puis du mouvement, puis un travail sur l'élocution et ainsi de suite. C'était amusant, je crois, mais je n'avais jamais de temps pour simplement jouer sans but ou faire des bêtises. Mes parents n'acceptaient aucune bêtise, peu importe mon âge. Ils s'attendaient toujours à ce que je me comporte comme un petit adulte. Alors ça signifiait que je ne pouvais pas courir, crier, faire un caprice, rien de ce genre. Maman et papa étaient extrêmement stricts. Briser n'importe quelle règle impliquait une punition, et ils étaient très créatifs dans ce domaine. Ils savaient parfaitement comment me faire horriblement culpabiliser, de m'être mal comporté sans jamais lever la voix. Ils n'ont jamais levé la main sur moi, mais ils étaient tellement stricts que c'était quand même horrible. Ils n'étaient pas du genre à faire des câlins. Je crois me souvenir de 2 ou 3 fois, pas plus, où ma mère m'a pris dans ses bras, et d'absolument aucun câlin de mon père. Je ne crois pas qu'il ne m'ait jamais dit qu'il était fier de moi. Recevoir des éloges de mon père, c'était simplement ne pas être critiqué. S'il n'avait rien de mal à me dire, ça signifiait que j'avais bien travaillé, mais avoir de la reconnaissance est aussi important. Mon père ne voyait pas les choses de cette façon. Il pensait que ça me rendrait faible et que je me laisserais aller. Donc voilà, c'était mon enfance. Pas de câlins, des punitions à répétition et une énorme pression pour être le meilleur. Ah oui, j'allais presque oublier de vous parler d'un autre détail. Ce n'était pas assez d'avoir des bonnes notes. Oh que non. Si j'avais un A, mais que quelqu'un d'autre avait un A+, j'avais échoué. Je devais être le meilleur dans chaque cours. Et ne me lancez pas sur le sujet de la pression qu'ils exerçaient sur moi pour que je sois toujours le premier de la classe. Une année, j'ai fini 2e. J'ai été privé de sortie tout l'été. Ils ne m'ont même pas laissé aller une seule fois au parc ou au cinéma. Je n'avais que des A et mon professeur avait décidé qu'un autre élève avait été un peu meilleur que moi. Et ça a rendu mes parents furieux. Ils ont rejeté la faute sur moi, bien sûr, et j'ai dû passer tout l'été à étudier. J'adore lire et étudier en réalité, mais c'était un véritable enfer. Ils venaient toujours vérifier que je ne me relâchais pas, même rien qu'une minute. Mes parents ne se contentaient pas de laisser mon éducation entre les mains de mes professeurs. Ils en rajoutaient quand j'étais à la maison. J'avais appris mes tables de multiplication avant même d'entrer à l'école primaire. Ils m'interrogeaient tout le temps et se sont rapidement rendus compte que j'apprenais extrêmement vite. Ils m'encourageaient à faire des recherches sur des sujets compliqués pendant mon temps libre. Au début, c'était amusant, mais ensuite c'est devenu quelque chose qu'ils attendaient de moi plutôt qu'un loisir. Même mon temps libre devenait une sorte de corvée. Ils allaient aussi continuellement voir le principal de mon école pour le forcer à me faire sauter des classes. Parfois, il refusait, rétorquant que ce n'était pas bon pour mon développement émotionnel, mais il disait que c'était un mensonge. J'étais mature et je pouvais gérer la pression. Je crois que d'une certaine manière, j'étais une sorte d'expérience pour mes parents. Vous voyez un peu comment leur éducation stricte a porté ses fruits. Je regrette qu'ils aient été plus soucieux que je sois plus doué en maths et en sciences et en littérature que de me montrer qu'ils m'aimaient. Quoi qu'il en soit, alors que j'avais 10 ans, j'avais déjà fini le collège. Je savais faire des maths à un niveau avancé dans ma tête et lire de la littérature complexe. Honnêtement, j'aimais apprendre des choses dans n'importe quelle matière. Mathématiques, physique, histoire et même chimie. C'était mon truc. Je semblais capable d'absorber les informations que je lisais.
Mes parents gâchaient tout mon plaisir pour ça aussi. Vous savez comment? Quand j'avais fini de lire n'importe quel livre, ils m'interrogeaient dessus pour vérifier ce dont je me souvenais. Si je ne cartonnais pas à leur petit interro, ils me faisaient le relire. Vous pouvez imaginer que c'est bien vite devenu très lassant. Honnêtement, aller à l'école était le moment le plus facile de la journée. Aucun de mes professeurs ne pouvait être pire que mes parents. C'était en quelque sorte l'endroit où je pouvais me détendre, étrangement, mais je détestais quand même ça. Parce que dès que j'arrivais à la maison, mes parents me harcelaient avec toutes sortes de questions. Avais-je été le meilleur en cours aujourd'hui? Répondu à toutes les questions? Avais-je eu des examens? Et mes devoirs? Mes professeurs m'avaient-ils fait des éloges? Ils voulaient toujours que j'offre des pommes à mes professeurs et c'était si humiliant. Ce qui était drôle, c'était que même si j'étais le plus jeune dans chaque classe, je n'ai jamais été harcelé. Même pas quand j'arrivais en cours avec un cadeau que mes parents me forçaient à donner à mon professeur. Je ne sais pas si c'était parce que mes camarades de classe m'appréciaient ou s'ils voulaient que je les aide à faire leurs devoirs. Pour l'une ou l'autre raison, j'aimais avoir des amis. Être avec eux était le seul moment dans mes journées chargées où je pouvais me détendre et être en quelque sorte un enfant. J'adorais déjeuner avec eux et parler d'autre chose que de mes notes et de ne jamais être assez bien. Évidemment, je les laissais recopier mon travail et je les aidais même à étudier. Ça ne m'embêtait pas vraiment et ça me donnait l'occasion de rentrer à la maison un peu plus tard. À un moment, j'ai même commencé à faire des cours particuliers à des élèves plus grands. Mes parents ne voulaient pas que je le fasse au début. Ils affirmaient que cela allait me détourner de mes propres études, jusqu'à ce que je leur rappelle que je pourrais ajouter ça à mon CV pour m'inscrire à l'université. Alors ils étaient totalement en faveur de ma décision. Si quelque chose ne m'aidait pas à devenir meilleur, ils pensaient simplement que c'était une perte de temps totale. C'était pour cette raison que je ne voyais mes amis qu'à l'école. Je n'étais pas autorisé à aller chez mes camarades de classe, sauf si c'était pour des cours particuliers. Et ils ne pouvaient certainement pas venir chez moi. Les anniversaires, les soirées pyjama, les fêtes, tout ça était interdit. Mes parents affirmaient que c'était pour me tenir éloigné des distractions. Ce qu'ils ne semblaient pas comprendre était que j'avais vraiment besoin d'avoir des amis. C'était fatigant de n'être que le meilleur tout le temps sans faire de pause pour interagir avec les autres. Et les quelques fois où ils m'autorisaient à passer du temps avec d'autres personnes, ce n'était pas du tout intéressant. Ils invitaient des génies à dîner et leur demandaient de me parler pendant le repas. J'étais censé leur poser des questions et apprendre grâce à eux. Ils voulaient aussi que j'impressionne tous ces gens et que je les fasse passer pour les meilleurs parents du monde. J'étais si impatient de continuer de sauter des classes, mais pas pour les mêmes raisons que mes parents. Je ne voulais pas être le meilleur, je voulais juste en finir avec tout ça. Je voulais terminer le lycée pour que mes parents me laissent enfin tranquille. C'est alors que quelque chose d'autre d'un peu étrange est arrivé. Les filles semblaient beaucoup m'apprécier. Je ne sais pas si c'était parce qu'elles me trouvaient mignon ou parce que mon intelligence leur plaisait ou autre chose, mais les filles me parlaient tout le temps. Au début, j'étais bien trop timide pour continuer la conversation et je marmonnais une excuse pour partir. Puis j'ai commencé à parler avec elles maladroitement, ce qui était tout aussi pathétique. Quelques années plus tard, j'étais enfin capable de faire face aux filles sans rougir ni bégayer comme un idiot. C'est à ce moment que j'ai rencontré Piper, et je l'appréciais vraiment beaucoup. Elle était intelligente et belle et avait un si beau sourire. Je savais qu'entamer une relation serait compliqué parce que ça me demanderait beaucoup de temps, et mes parents avaient planifié chaque jour bien en avance. Je ne savais pas quoi faire au début, mais la pression que mes parents exerçaient sur moi depuis que j'étais bébé est finalement devenue insoutenable. Je leur ai parlé et leur ai demandé ce qu'ils penseraient si je sortais avec une fille. Ils ont totalement paniqué. Ils m'ont dit qu'avoir une petite amie était beaucoup de travail. Ma mère m'a même dit que c'était une idée ridicule. Alors j'ai acquiescé, mais seulement en apparence. J'ai décidé d'agir en cachette et de sortir avec Piper sans leur dire. Ça a duré quelques mois. Maman et papa ne se doutaient de presque rien, mais une fois ou deux, ils m'ont vu avec elle et m'ont sévèrement grondé. Ils m'ont rappelé qu'une fille ne serait qu'une distraction qui m'empêcherait d'atteindre mon vrai potentiel. Mes parents semblaient un peu fiers. Après tout, j'avais eu mon bac à 12 ans, mais ils se sont mis à parler de mon avenir le jour même. Je n'arrivais pas à croire, ça ne s'arrêterait pas tant que je ne m'éloignerais pas loin d'eux. Au final, j'ai décidé de rompre avec Piper. Elle était charmante, mais nous prenions chacun un chemin différent. J'ai réussi à entrer à l'université et ça signifiait partir loin de mes parents. Pour me permettre de faire ça, ils ont décidé de m'émanciper quand je n'avais que 13 ans. Je n'arrivais pas à croire que j'étais enfin libre. Évidemment, ils ont cru qu'ils allaient continuer à diriger ma vie,
mais je leur ai fait comprendre que ce ne serait pas le cas. Maintenant, je ne suis plus dépendant d'eux et j'ai eu une bourse qui couvre tous mes frais universitaires. J'ai totalement coupé les ponts avec eux. Je n'ai parlé ni à l'un ni à l'autre depuis des mois et je n'ai jamais été aussi heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire chose que vos parents vous aient faite, soi-disant pour votre bien? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.